Un exemple que nous venons de vivre. Mandela est allé en prison, je crois qu'il avait 40 ans, 42 ans. Il avait une famille, c'était un modeste avocat, dans un pays où les nègres n'avaient pas la parole. Je pense que la situation normale eût été que l'avocat, Maître Mandela, cherche, ou chercha, je préfère ne pas jongler avec les subjonctifs, cherche à se couler dans un système qui aurait donné quelque chose. Il aurait été le collabo du gouvernement raciste d'Afrique du Sud. Certainement, ces gars-là auraient été très contents d'avoir à côté d'eux un nègre intelligent qui veut bien collaborer. Il aurait développé des trésors d'intelligence pour expliquer que c'est une voie de facilitation, mais il aurait nourri sans doute sa famille. Mais qu'est-ce qui peut avoir pris Mandela pour attaquer un système dont tout le monde pouvait parier que son combat à lui était voué à l'échec? Qu'est-ce qu'il a pris? Il avait une femme, parce que quand il va en prison, il est souligné avec les enfants, il ne les a pas fait pendant qu'il était en prison. Alors moi je pose la question maintenant à l'envers. J'ai commencé par poser celle-là. Si tu veux, c'est pas pour te demander de me répondre. Ma réponse vient dans l'interrogation renvoyée. Une sorte de questionnement alternatif. Voilà quelqu'un d'intelligent, parce que nous savons que les avocats sont des gens très intelligents, qui décide de ramer contre le courant en sachant parfaitement que la solution la plus visible, la plus immédiate, c'est sa fin à lui. Ça, c'est la première chose que l'on peut tirer comme conclusion. La deuxième, c'est que ce monsieur, on le met pendant 27 ans en prison. J'ai eu le privilège de visiter la prison de Robben Island. J'étais en mission en Afrique du Sud et j'avais profité de 2 ou 3 jours pour y aller. Je vous assure que les images à la télé ne vous rendent pas du tout ce qui s'y passait. Parce que toutes les personnes qui franchissent, qui abordent l'île de Robben Island, ça vous prend dans les muscles, dans la chair. Tellement, comme on dit vulgairement chez les occultistes, une lourde vibration a imprégné les pierres dans ces lieux. Ce monsieur y est resté 27 ans. Ce monsieur, quand il est sorti, s'il avait dit, tuez-les tous, je peux vous assurer que là, et nous savons, la surface de la terre aurait été changée. Parce que si Mandela avait dit tuez-les, il n'y aurait pas eu de voix autre pour dire arrêtez. Les Noirs auraient massacré les Blancs. Le gouvernement d'Afrique du Sud, qui avait déjà des armes protonucléaires, les aurait utilisées, aurait effacé les Noirs d'Afrique du Sud, et tous les Noirs du continent auraient déferlé à cet endroit, et il ne serait resté plus que la solution ultime, que les puissances nucléaires occidentales effacent le reste des nègres. C'est-à-dire que nous serions dans un cycle jusqu'à l'extermination du dernier homme vivant sur la terre. Voilà ce que nous aurions eu par une seule phrase prononcée. Non seulement ce monsieur ne l'a pas prononcé, il ne l'a pas prononcé, mais il a fait le contraire. Il dit, puisqu'il a répété avant nous, il a dit « J'ai combattu et résisté au pouvoir blanc. J'ai combattu et résisté au pouvoir noir. » C'est-à-dire qu'il a pu s'élever au-dessus de tous les pouvoirs humains. Ensuite, ce monsieur devient président de la République. On peut se faire une idée de ce que c'est qu'être président de la République d'Afrique du Sud, puisqu'on en a eu 2 après lui. Et nous savons tous qu'est-ce qui s'est passé avec les 2 qui sont venus après lui, puisque la presse nous remonte les scandales dus à cette attitude qui consiste à magasiner le maximum pour rattraper le temps perdu. Il ne l'a pas fait. Ça, c'est la première chose. Et non seulement il ne l'a pas fait, mais il a dit, ça va, c'est bon, j'ai accompli ce pourquoi j'avais été là, je me retire. 4 choses totalement incompréhensibles, totalement contraires à la
je dirais, au raisonnement terre à terre qui consiste à dire, est-ce qu'il ne faut pas d'abord qu'on s'occupe de ses propres problèmes? C'est-à-dire, je dis, Mandela aurait pu s'occuper d'abord de sa famille, et ensuite on l'aurait vu. Mandela aurait pu se dire, j'ai tellement souffert que je rends ce qu'on m'a fait. Et ça aurait changé la face de la terre, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus aucun être vivant ici, sur la terre. Mandela aurait pu dire, enfin, je gouverne, j'amasse. Il ne l'a pas fait. Et Mandela aurait pu dire, j'y suis, j'y reste, j'y meurs. Il ne l'a pas fait. Alors, les gens peuvent me dire, oui, mais vous avez une solution trop facile. Et je dis, c'est dans la mort que Mandela nous apporte la réponse. Mandela décède. Nous savons tous d'habitude en Afrique que tous les peuples bantous noirs le savent, on n'aime pas enterrer les gens à midi. Parce que nos traditions disent que à midi plein, ceux du plus haut du ciel se querellent avec ceux du plus profond de la terre et ce n'est pas le moment d'enterrer quelqu'un. C'est précisément à cette heure-là que ce monsieur, son corps a touché terre. Une confirmation que de son vivant, il avait déjà vaincu tous les combats humains. Dans sa mort, il a vaincu tous les combats non humains. Donc voilà, je dis, c'est des choix. On peut choisir de s'occuper de soi. Donc je veux dire que je ne suis pas, j'ai pas une panacée, je n'ai pas. Je vous donne simplement l'exemple vécu. Donc voilà un homme que nous admirons. Nous ne sommes pas obligés de le suivre, mais je voulais vous montrer que c'est possible. Socrate est trop loin. Il y en a un qui est à côté de nous. Nelson. C'était un initié, nous le savons tous. Puisque ses frères ont tenu à nous le montrer à la face du monde, même s'ils n'ont pas voulu qu'on filme la cérémonie. Signification que les autres ont décidé de leur donner. Et nous nous efforçons, nous pensons définir comment faire notre marche avec ce contenu, sans l'avoir questionné, sans l'avoir remis en cause, sans avoir regardé là-dedans qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui ne l'est pas. Je fais exprès de vous citer la résine de Koumé. Parce que moi, je connais la résine de Koumé. Tous les porteurs de tradition connaissent la résine de Koumé. Donc quand quelqu'un qui a eu une chaire de mécanique dans les années 78 vient vous dire en 2006 qu'il vient chercher la résine de Koumé, je sais qu'il n'est pas venu que chercher la résine de Koumé et qu'il est également venu se faire initier au Bouti. Parce que les Gabonais, quand vous entendez quand même parler de résine de Koumé, c'est qu'on s'en va à un de Bouti ou à un similaire, c'est-à-dire qu'il y a le Liboga derrière. Donc voilà, j'ai voulu vous dire que je peux répondre à ces questions, mais en fait, l'être humain, l'individu, il faut le définir, parce que si vous ne l'avez pas défini, vous ne pouvez pas définir la famille. Ok. Si vous l'avez défini, l'être humain est compris, vous commencez à comprendre les nœuds et les liens qu'il y a dans la famille. D'abord, qu'est-ce que c'est que la famille? Nous croyons avoir défini, il faut la comprendre. Et de la famille, le clan. Ouais, j'ai pris un raccourci tout à l'heure, je vous ai dit, des gens ont défini les clans et ont mis des barrières indestructibles qui sont fausses. Parce que moi, le Gaza, franchement, si je trouve les Baméliques en train de faire un rite, quel qu'il soit, s'ils m'admettent dans cette enceinte-là, il n'y a que deux choses qui vont se passer. Ou ils vont élever le rite jusqu'à notre racine commune, parce que moi, une fois dans le cercle, je commence à appeler la puissance tutélaire qui s'appelle Méléké. Donc, où ils redeviennent de vrais Bamiléké, descendants de Méléké, c'est-à-dire ils appliquent des rites qui sont conformes à ce que les Égyptiens appelaient la marque, c'est-à-dire vérité, justice et le rite marche. Où ils le font parce que tu ne marcheras pas, ils le savent. Et je peux vous assurer que j'ai été dans plein d'endroits de l'île où ça a tourné comme ça. Bon, moi-même j'ai dû dégager pour éviter les incidents. Mais revenons à la question. La famille, en fait l'individu, la sexualité, la famille, le pays, et la forêt, et le reste. Les Blancs nous ont dit qu'apparemment il y aurait l'homme que Dieu a créé. Et pour que l'homme se divertisse, Dieu a fabriqué des tas de choses pour son plaisir. Mais déjà quand vous lisez, ne serait-ce que l'histoire scientifique qu'ils nous ont inventée, vous êtes d'accord que l'homme est arrivé le dernier?
Nous, tous les Africains, quand tu arrives dans un village, le dernier, tu sais que tu ne dois pas prendre la parole le premier. Tout le monde le sait. Vous arrivez dans un village, le dernier, vous ne prenez pas le risque d'ouvrir votre bouche le premier. Parce que vous êtes normaux. Parce que vous vous taisez pour savoir qui est là. Voilà que l'homme qui est arrivé le dernier n'a encore demandé à aucun arbre, gars, toi qui étais là avant moi, ça se faisait comment? Il a pris la tronçonneuse, il coupe. Nous, nos ancêtres, je vais vous surprendre. Moi, c'est chez les jésuites, parce que j'avais un père jésuite qui était aumônier scout, que j'ai appris tout petit, quand j'allais en brousse, qu'il fallait prier et parler à l'arbre. C'est un prêtre qui m'a enseigné. Donc vous voyez, nous sommes dans des systèmes où nous utilisons des mots conventionnés qui n'ont pas le sens qu'ils doivent avoir, mais nous l'admettons, nous les admettons comme tels, et nous voulons faire fonctionner notre société. La dernière chose que je voudrais dire, qui est du même ordre, c'est que quand les Blancs se sont assis à Berlin en 1884, à la conférence de Berlin qui a dressé la carte de nos États, ils avaient déjà le plan du monde tel qu'ils devaient le gérer. Puisqu'ils avaient ils avaient fait l'esclavage pendant 4 siècles, envoyé des touristes et des colons pendant un siècle et demi, donc ils savaient. Et la question que je pose aux gens, est-ce que les fondements de la pensée des gens qui se sont assis à Berlin en 1884 ont changé? Moi, je sais que non. Leur pensée n'a pas changé. Pourquoi voulez-vous que nous allions quelque part? Alors, tous les jours, on invente un mot. Quand on est fatigué de nous appeler pays en voie de développement, on rend émergent. Après, on va faire autre chose. Mais les mots, c'est des mots. Ce qui est intéressant, c'est les concepts. Nous, on n'a pas les concepts, on utilise les mots. Donc, je vais simplement dire que la tradition dont nous parlons en Bongolais, c'est en fait le développement réel, qui commence par le développement de choix. Si l'individu, on commence par s'occuper de son développement, lui, on construit rien du tout. Rien. Parce qu'en fait, nous sommes dans un nuage, le cloud maintenant, où on nous donne des idées que l'on suit. Je vais prendre un exemple. J'ai entendu un jour un truc. C'était irréaliste, en fait c'était surréaliste. Un prédicateur chrétien, je ne vais pas citer l'église pour n'offusquer personne, qui dans une envolée extrêmement lyrique s'en prenait à une organisation dite initiatique, je mets maintenant les trucs, d'un ordre qui parle de la croix, enfin de la croix et de la rose. Mais ils sont nombreux, ne vous inquiétez pas, je les connais. Et puis il a dit, mais vous ne pouvez pas, mais mes fiers frères, ne suivez pas ce truc importé là, c'est de la diablerie. Et j'étais assis en me demandant, mais mon Dieu, ce que la manip peut aller loin. Je veux défendre personne. Mais l'ordre dont il parle, c'est nos ancêtres qui l'ont créé. Et la religion dont il parle, le type qui l'a fondée est venu apprendre chez nos ancêtres. Donc c'est quoi cette bagarre d'autrui qu'on vient nous organiser dans la maison? C'est de la même eau que la Première Guerre mondiale. Des blancs appelés allemands ont décidé de taper sur des blancs appelés français et anglais, et on a invité les tirailleurs sénégalais, camerounais, machin à la bagarre. Il y a une première guerre, il y a une deuxième guerre, peut-être pas avoir une troisième. Donc on est toujours dans ce truc où des gens essayent des concepts, ils ont des problèmes avec leurs concepts, mais comme ils nous ont inoculés, nous sommes là-dedans. Nous n'avons plus de système éducatif que nous avons pensé par nous-mêmes. Il y a des gens qui vont vous dire, mais dis donc, c'est pas ça le plus important. Je dis que si, que si, que si. Que si. Tant que nous ne sommes pas capables de penser l'individu par nous-mêmes, et par extension la famille, puis le clan, puis le pays, vous allez avoir des trucs comme ceux qui viennent d'éclater au Sud-Soudan. Deux individus qui pillent la richesse d'un pays, ne s'entendant plus sur le partage, élutent des insanités aux oreilles de leurs concitoyens et leur expliquent qu'ils sont des ennemis mortels qui doivent s'entretuer. Je dis, on peut obtenir le même truc ici. Un jour, des gens vont venir nous expliquer que les Bassa et les Bamileki doivent s'entretuer correctement au nom de je ne sais pas quoi. Je ne veux pas citer d'autres, tous les jours on les voit à la télé, on les voit. Donc je dis, nous,
Chers amis, chers frères, chers fils, la question du développement est éminemment une question conceptuelle. Éminemment, et je dirais même exclusivement conceptuelle. Et la solution de cette question conceptuelle passe donc par une redéfinition des concepts. Et je dis Dieu merci, nous avons un ancrage. Parce que nous avons un passé. Bon, il y a des gens qui très fiers vous disent que le passé c'est l'Égypte parce qu'on a fait les pyramides. Je leur dis oui, mais, virgule, avant d'arriver aux pyramides, nous avons bâti un système conceptuel qui a permis aux autres de faire les pyramides. Et il faut revenir à ça. C'est ce rapport de justice et de vérité qui se décline dans d'autres phrases. Quand quelqu'un, l'autre, il y a 2000 ans, a dit « aime ton prochain qui est un autre toi-même », c'était tout le principe de vérité et de justice. Parce que quand tu pratiques le chemin initiatique véritable, tu sais ce que c'est que l'être humain. Et tu réalises à quel point tu n'es pas différent du gars qui est assis à côté de toi. C'est très difficile à ingérer, mais c'est la stricte vérité. Et c'est parce qu'eux, ils sont arrivés à ça que ça leur posait plus de problème. C'est parce qu'ils sont arrivés à ça qu'ils ont dit « ma vie, je peux la donner sans que ça me pose un problème ». Vous savez, récemment, nous étions avec le président Obasanjo à Montréal au cours d'un forum, et il nous disait, faites attention, vous les Africains, en 1960, nos pays avaient un taux de croissance à 2 chiffres. Tous les pays africains, au moment où on leur donnait l'indépendance, avaient un taux de croissance à 2 chiffres. Ça s'est terminé dans la misère. Donc le taux de croissance dont nous parlons là n'est pas une garantie de quoi que ce soit. Puisque c'est des jeux de spéculation, des concepts sur des chiffres. Donc notre vrai problème, c'est nous. Et je voudrais, c'est vrai qu'une question va arriver, je voudrais saluer dans cette salle, et vraiment saluer avec beaucoup de respect, beaucoup d'admiration et beaucoup d'encouragement, la présence des jeunes femmes dans cette salle. C'est à la limite, je voudrais demander à tous les hommes d'applaudir. Ce n'est pas un acte démagogique parce que je vais vous dire que vous savez, le monde vit dans un truc où on nous explique que Dieu était un monsieur, enfin il l'est toujours, puisqu'il est toujours là-haut avec une longue barbe, et que pour commencer son univers, quand il a fini de tout fabriquer, qui s'ennuyait lui-même, Dieu, a fabriqué un bonhomme pour pouvoir causer avec quelqu'un, et on nous a donc expliqué qu'il a fabriqué l'homme, à son image et ressemblance. Donc si l'homme lui ressemble, vous avez dit que Dieu est un mec. Et comme entre mecs, les gars s'ennuyaient, bon, le grand mec, lui, il avait d'autres choses à faire. Il avait vu de l'argent de temps en temps, il allait faire un tour. L'autre était assis au même endroit, il s'ennuyait complètement. Donc le grand mec décide d'aider un peu le petit mec. Et puis il imagine un truc, et il endort le type. Et puis lui extrait de la côte, c'est ce qu'on raconte, hein, de la côte, un truc. Et puis il fabrique une femme. La suite, vous la connaissez. Mais ce sur quoi je veux paraître provocateur, mais il faut le dire. Voilà une histoire qui en fait était un conte initiatique dans les temples fermés, parce qu'il y a derrière chacun de ces mots un concept de travail initiatique qui est sorti et qui est devenu une histoire vraie. Résultat, Dieu est un mec, il est parfait. Il a fait une copie parfaite. L'homme était parfait. Les amis ont commencé. Quand on a extrait du mec parfait, un truc imparfait. Puisque c'est de la femme que les problèmes sont venus. C'est ce que disent ces récits-là. Ok? Et comme naturellement, de ce truc imparfait, il ne connaît plus que de l'imperfection, le cliché n'est de là. La suite, on la connaît, elle doit souffrir de machin, en fait. Dans aucune tradition africaine, vous retrouvez cette histoire-là. Aucune. Et je dis que si vous demandiez à un Africain, de l'homme et de la femme d'où on sort, je crois que tous les Africains répondraient sans faire d'effort. Hein. Il n'y a aucun Africain qui vous raconterait qu'on peut extraire une femme d'un homme, tout le monde sait que nous sortons des femmes. Enfin, je peux vous sembler incongru pour dire que
Vous voyez, quand je dis ça, je suis sûr que beaucoup d'entre nous se sentent un peu blessés ou par mes propos ou se demandent où est-ce qu'il veut aller. Mais je veux vous dire que vous n'imaginez pas à quel point les concepts gèrent nos vies. Vous n'imaginez pas à quel point les concepts gèrent nos vies. Au point même qu'il y a des concepts qu'on dit intouchables. On ne doit pas y toucher. Le seul concept qu'on ne devrait pas toucher, parce qu'il est impérissable, c'est celui de la vérité et de la justice. Et vous savez bien que tous les enfants du monde naissent par une femme. Tous les enfants du monde, même les plus grands qu'on cite, on n'en a pas encore vu tomber du ciel. Il y en a qui n'ont pas eu le père qu'on dit, mais ils sont tous venus par la femme. Okay. Et nous savons tous que tous les enfants du monde reçoivent leur première et leur dernière éducation par la mère. Nous le savons tous. Ça veut dire que tant que nos filles, nous ne les aurons pas accompagnés dans le processus de reconceptualisation de la vie, reconceptualisation au sens mental et reconceptualisation au sens utérin, nous aurons des enfants qui seront de pâles copies de concepts d'autrui et qui sont vissés sur la conférence de 1884. C'est élémentaire, c'est logique, c'est clair. Évidemment, la question maintenant peut venir à celle de mon fils qui a dit: est-ce que ça vaut pas la peine de s'occuper d'abord de son confort avant d'aller chercher des ennuis? Bon. Si nous arrêtions d'attendre que l'autre ait fini de définir ses principes pour nous trouver de quoi nous soigner, et si les gars qui veulent faire médecine acceptaient de commencer l'apprentissage traditionnel là, je peux vous assurer que la question de développement, en ce qui concerne le secteur pharmaceutique, aurait une solution. Pour votre gouvernement, je voudrais vous dire que jusqu'à l'heure actuelle, on n'a pas encore trouvé meilleur traitement de la toxicomanie que par l'iboga. On n'a pas encore trouvé meilleur. Je veux dire que les traditions, parce que souvent on dit qu'on a des choses claires, simples. J'ai pris la médecine, mais je peux prendre la construction. Je peux prendre. Je veux dire qu'il n'y a pas un seul domaine de la vie, un seul, il n'y en a pas un seul, qui échappe à la connaissance traditionnelle. Il est évident que si les jeunes font comme les jeunes de tous les temps, parce que Jésus fut un jeune de son temps, Moïse fut un jeune de son temps, Alexandre le Grand fut un jeune de son temps, Pythagore fut un jeune de son temps. Ils sont tous allés à cette école spéciale, ils avaient 20 ans pour les plus vieux, d'autres sont allés à la maternelle ou au berceau. Mais de leur temps, Isaac Newton a été un jeune de son temps. Albert Einstein, certains qualifient de grand kabbaliste, a été un jeune de son temps. Donc je dis que la tradition porte les fruits et les solutions de nos problèmes. Je ne sais pas quel exemple, j'ai préféré prendre celui-là. Je crois que quand on a un peuple que l'on peut garder en santé, c'est une très bonne chose. Mais j'ai oublié un appendice qui peut échapper à votre perspicacité. Comment fait-on pour que quelqu'un à qui on montre toutes les essences végétales du lever du soleil au coucher du soleil les retienne sans magnéto? Comment? Comment? Nos traditions, c'est le faire. Nos traditions savent le faire. Il y a, je ne veux pas les doigter, mais des porteurs de tradition sont dans cette salle, ils le savent. Je vous dis qu'on part avant que le soleil ne se lève et on rentre quand il s'est couché. Et toute la journée, on n'a fait que ça. Et on n'est pas revenu sur la même heure. C'est-à-dire qu'une fois qu'on termine le côté, on passe à autre chose. On est très précis. Le temps est compté. Comment on fait pour que... Parce que le soir, après, le gars va refaire son... Il va retourner voir les ancêtres de la forêt, mais il ne... Je veux dire que ce n'est pas le truc qu'on répète. Non, 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 non. Comment on fait? Ça veut dire que nous savons. Rien que cet exemple. Et je m'amusais un jour en disant à un bonbon, enfin, à un de mes instructeurs, j'ai dit, au fond, tu sais, il me vient une idée, hein. Le jour où j'ai une véritable élite, des jeunes gens, des jeunes filles, bien sûr, sérieux, dédiés au développement de notre pays, des pays d'Afrique, consacrés, n'ayant plus peur de rien,
je crois que je prendrai sur moi la responsabilité de leur donner. Il a éclaté de rire, il m'a dit, pourquoi crois-tu que toi on t'a donné? Vous, certains d'entre vous ont connu ce vieillard, entre autres. Donc voilà, je vous dis que ça existe. Je ne vous vends pas du vent, ça existe. On peut prendre tous les exemples que vous voulez. Donc la tradition, ce n'est pas du vent que l'on vend. Et comme je dis, ce n'est pas le folklore. C'est la connaissance de principes éternels qui sont le bien de toute l'humanité. Dans chaque race, dans chaque peuple, où des gens ont été volontaires et consacrés, ils ont retrouvé ces principes. C'était juste au moment où on l'affichait. Et ça m'a plutôt ravi parce que ça commençait à répondre à des questions que je me pose aussi, puisque je commençais à devenir comme Samba Diallo dans l'aventure ambiguë, à me poser des questions sur qu'est-ce que je suis, où je vais, est-ce que je suis un occidental ou un africain. Et bien avant le thème, je pense donc que je pensais trouver justement des questions, j'ai commencé des réponses à ce questionnement, j'ai commencé à en trouver. Et si je crois que j'ai bien compris, je pense qu'on devrait même pas parler de traditions africaines, mais de traditions tout court, puisque vous avez dit qu'elles sont universelles et qu'elles ont une même origine, sauf qu'elles ont des déclinaisons en fonction de l'endroit où l'on se trouve et de l'environnement dans lequel on grandit. Et bien la question que j'ai envie à me poser, c'est, pour revenir vraiment au thème, c'est comment nous jeunes devons-nous vraiment faire pour intégrer cette tradition dans notre quotidien? Faut-il vraiment laisser tout pour aller étudier nos coutumes? Je pense que c'est ça, de bout en bout. Ou alors, devons-nous forcément suivre les enseignements que vous avez prescrits, je pense, puisque vous avez dit que vous avez écrit des œuvres dans ce sens et vu votre expérience. Vraiment, je m'attends vraiment à comprendre un cheminement aussi simpliste qui puisse nous permettre, nous, jeunes d'aujourd'hui, qui sommes en train vraiment de nous poser des questions sur quel Cameroun pour nos enfants de demain, parce que demain ce seront nous les pères, vous aviez été nos parents, et peut-être que vous aviez aussi eu la malchance de vivre beaucoup sous l'époque du colon, donc ça fait que la plupart d'entre vous, comme vous disiez tantôt, qui sont allés en Europe, sont revenus comme Samba Diallo dans l'œuvre de Cheikh Hamidou Kane, et nous ont vraiment laissé grandir sans plus savoir quoi nous enseigner, s'ils veulent lancer la tradition européenne, ou celle dans laquelle ils avaient grandi. Alors aujourd'hui, comment nous qui sommes dans un pays où on a plusieurs ennemis, devons-nous apprendre nos traditions, devons-nous rentrer dans nos villages respectifs, apprendre de bout en bout les rites de l'époque? Aurons-nous vraiment accès à ça? Comment faut-il faire de nos jours pour avoir accès à ces traditions? Comment les intégrer de façon quotidienne dans notre façon de vivre, tout en espérant, comme vous l'avez dit tantôt, fuir le domaine de la corruption pour rester dans l'esprit de justice et de solidarité commune et de bien commun. Bon, je vais m'arrêter là et c'était juste plus une contribution, un peu quelques questionnements, peut-être des rhétoriques auxquels vous allez sûrement donner des réponses. Merci. Il y a beaucoup trop de choses qui n'ont rien à voir avec la tradition. Rien. Ceux qui y sont savent de quoi je parle. Beaucoup de choses là-dedans relèvent plus du montage artistique que... Oui, non, c'est sérieux. Parce que ce qu'on attend de la tradition, c'est de justement quelle forme l'individu. Je veux revenir donc pour terminer. Comment espères-tu mener une guerre si tu n'as pas de guerrier? Et le premier guerrier, ce n'est pas le type à qui tu donnes une arme. Parce que si ce type-là, j'ai fait ma formation militaire, je suis officier de Z au Cameroun. Je peux t'assurer que si je te donne une arme alors que je n'étais pas formé, tu es dangereux et pour toi et pour nous. Parce que tu vas te tuer au premier incident de tir, tu vas te flinguer. Ah. Donc, la première guerre à mener, et je vais vous surprendre peut-être, mais non, c'est la guerre sainte. C'est le saint djihad. Et le djihad, ce n'est pas de prendre les armes pour aller flinguer quelqu'un. Le prophète l'a dit. Le saint djihad, c'est la guerre intérieure. Il faut que tu le deviennes toi-même. Si tu recommences par là, c'est une illusion. Je vais te dire que c'est un homme d'expérience qui parle. La plupart des gens qui vous disent venez, je vais vous former à ça. Première question, il y a un proverbe chez les Bassins qui est très éloquent. Il dit que c'est le vieillard qui n'avait aucun poil, il était grave, qui faisait aux enfants la médecine pour être barbu. Bon, il y a une déclinaison de sagesse qui pense que en fait, le vieux avait été tellement barbu dans les temps anciens
que, vivant d'éternité, il n'a plus besoin d'être ni barbu ni chevelu, donc il connaissait le poil. C'est pour ça qu'il pouvait initier les enfants. Mais une manière d'adapter, c'est de dire qu'il faut se méfier des gens qui donnent des médecines qui ne s'appliquent pas eux-mêmes. Donc je dis, vous êtes d'une tribu. Nous sommes tous d'une tribu au Cameroun. Parlez avec les gens de votre tribu. Mais souvenez-vous, c'est ce que j'ai dit, qui n'était peut-être pas au début de la conférence, c'est que les 280 tribus du Cameroun sont une seule et même tribu. Et j'en apporte la démo dans le livre. Ça veut dire que quand tu auras interrogé quelqu'un de ta tribu, vérifie quand même si il ne te raconte pas des cracks en regardant à côté. Deuxième chose, concentre-toi sur toi-même. Comme dit l'autre, n'aie pas peur. Donc, achète le livre. Interroge-nous. Nous allons répondre. Et ensuite, tu verras, pour répondre à celui qui a parlé de compagnonnage, que tu trouveras naturellement, parce qu'en fait, dans YouNow News 2 qui va paraître en janvier, je vous recommande fortement de le lire. Je vous parle là d'un compagnon que nous avons tous. Vous savez, toutes les traditions anciennes d'Afrique, et même la tradition chrétienne, en a parlé, mais puis finalement ils l'ont escamoté. C'est ce que l'on appelle vulgairement l'ange gardien. Nos traditions africaines savent que quand nous venons à la vie, les ancêtres nous donnent un compagnon. Toutes les traditions le disent. Dans la chrétienté, même l'islam en parle, de l'ange gardien. Donc vous voyez que vous avez déjà la connaissance traditionnelle universelle, nous parle déjà de cet être que la créateur nous donne. Et lui les connaissant. Notre problème, c'est qu'on n'écoute jamais.